sans présupposé confessionnel. Avec, ben là il n'est pas là, donc Jean-Paul Sorgue, puisque l'une des figures, comment dire, de ce renouvellement ou d'aboutissement de cette nouvelle approche de la théologie, c'est Schweitzer, qui effectivement participe totalement de ce mouvement et dont les travaux, comment dire, purement théologiques sont très en avance par rapport à ce qui se fait ailleurs, mais ça c'est complètement assuré après 18 par l'université française, avec notamment des gens comme Antonin Cos ou Hering. Ensuite, c'est aussi qu'est-ce que on pourrait donner aussi, c'est l'invention, mais là c'est plutôt dans le champ allemand de la romanistique, hein, donc des études romanes et de littérature française. Alors après, c'est pas du tout reconnu en France, mais ça donne comment dire, l'Institut de philologie romane de Strasbourg, qui est dirigé par Gruber, va donner naissance à toute une pléiade de philologues et de romanistes allemands qui vont contribuer très largement à renouveler l'approche des études, l'étude des langues romanes. Et en particulier, bon, les deux Schneegans, comment il s'appelle, celui de Mulhouse, là, il travaille en particulier sur les dialectes italiens, où ils font avancer considérablement et renouveler complètement l'approche de l'histoire linguistique de l'Italie. Puis c'est aussi Hans Robert Curtius, qui est l'une... Bon, il n'y a qu'en France qu'on ne sait pas que c'est un grand romaniste, parce qu'un grand romaniste en France, il peut être que français. Donc, mais quand vous allez en Italie ou en Espagne, vous trouvez des rééditions régulières des ouvrages de référence de Curtius. C'est-à-dire que, bon, si on sort de l'approche franco-centrée, comment dire, de la littérature, eh bien, on tombe immédiatement sur Curtius, qui replace effectivement dans un cadre plus général. Donc, mais on pourrait, bon, je pense que Jean-Marie pourrait donner des exemples en droit, puisqu'il y a une vraie école de droit public, même s'il y a des ruptures entre la période allemande et la période française. Il y a une vraie tradition en ce qui concerne le droit public à Strasbourg, et que même si Karin Malberg ne défend pas la même doctrine que ses prédécesseurs, c'est aussi nourri quand même de la réflexion des juristes de la période allemande. Voilà en gros quelques éléments où effectivement Strasbourg joue comme laboratoire d'Europe, et puis elle joue aussi laboratoire d'Europe parce que à travers mais là c'est pas tout à fait l'Europe, c'est franco-allemand, c'est-à-dire c'est le rôle de traduction, puisque il y a bon, mais traduction, on voit par exemple dans le domaine du droit, dans le domaine de la théologie, c'est comment dire la création, comment dire, d'un nouveau langage de droit qui est déjà ancien, puisque c'est Aubry-Hérault qui en s'inspirant de juristes allemands, renouvelle aussi l'approche et la façon de présenter le droit, c'est-à-dire qui constitue effectivement l'approche moderne, comment dire, de l'enseignement du droit. Donc il y a, oui, traduction, ce rôle de traduction, et bon, trois grandes figures, on peut citer pour mémoire, c'est celle de Henri Albert, donc Haug, et Andler, qui joue un rôle essentiel dans la prise en compte de Nietzsche. C'est eux qui font connaître l'œuvre de Nietzsche en France, qui traduisent l'œuvre de Nietzsche, qui publient les premiers travaux sur Nietzsche en France. On peut dire aussi d'ailleurs que c'est en partie vrai pour le wagnérisme, c'est-à-dire que le wagnérisme rentre aussi en partie en France grâce aux travaux de Louis Chouret, qui fait sa thèse sur le lead populaire dans la création de l'opéra wagnérien. Donc c'est passeur, France-Allemagne, passeur aussi par exemple de l'œuvre de Hölderlin, hein, c'est les traductions
de Maxime Alexandre et de Denise Naville, née Cannes, qui est la belle-sœur d'André Breton, qui est une figure extrêmement intéressante et qui joue un rôle très très important dans l'introduction ou la réception de Hölderlin en France. D'ailleurs avec beaucoup de retard, si on prend dans le temps, c'est-à-dire que la France a eu beaucoup de mal à se saisir de la pensée et de la poésie et de la tradition poétique représentée par Hölderlin, mais c'est aussi vrai pour Rilke, hein, puisque le grand introducteur de Rilke en France, eh bien c'est Betz, qui... on présentera d'ailleurs la semaine prochaine. Voilà, donc ça fait la transition, donc je vais arrêter avec ça. Maurice Betz qui fait et qui introduit la poésie de Rilke, enfin qui rend accessible en France la poésie de Rilke. D'ailleurs, on ne pensait pas tellement à l'époque en termes européens, mais plutôt en termes franco-allemands. C'est-à-dire que c'est plus que laboratoire d'Europe, ce serait l'idée en particulier d'un grand nombre d'universitaires qui viennent, ou même qui viennent à Strasbourg, c'est à travers, disons, l'annexion de l'Alsace, renouveler la pensée allemande en la fécondant de l'héritage de la tradition des Lumières françaises et surtout de la tradition de la Révolution française. Par exemple, le père de Curtius, qui est une figure importante de l'époque, exactement, il vient à Strasbourg pour ça. Et il y a toute une série d'universitaires qui viennent avec cette idée qu'au contact, dans la mesure où l'Alsace était au contact de la France, ça va permettre de revivifier la pensée allemande en l'enrichissant de traditions démocratiques dont elle est l'héritière à travers son appartenance à la France. Et d'ailleurs, et là ça peut paraître tout à fait paradoxal, même si c'est anecdotique, alors que la guerre de 14, juste avant la guerre de 14, il y a Pierre Buchet, donc qui est l'une des figures de l'Alsace française, mais qui est plus complexe qu'on ne présente en général, c'est-à-dire il est nationaliste français, mais il est aussi alsacien, il est aussi de culture allemande, même s'il est très attaché à la France sur le plan politique, et il rêve ou il imagine avec Georg Simmel, qui vient d'être, donc le sociologue, qui vient d'être nommé à Strasbourg, d'une université franco-allemande, hein, donc de construire sur les bords du Rhin une université franco-allemande. Et quelque part, c'est une utopie très très forte qui est aussi portée en France par un certain nombre d'intellectuels qui ont opté pour la France, comme Andler, comme en particulier Baer, Henri Baer, qui est qui porte quelque part le projet des Annales, c'est la grande référence de Lucien Febvre. Henri Baer, il est originaire de Strasbourg et il se bat pour que l'université française se mette quelque part à l'heure allemande en ce qui concerne les conceptions pédagogiques et la conception de l'enseignement et la conception de la recherche, voire il écrit d'ailleurs un petit fascicule qui s'appelle « Lettres du vieux philosophe Lettres du vieux philosophe de Strasbourg ». Hein, qui défend cette idée d'une fécondation de la France par l'héritage allemand. Ce qui m'amène sur mon mot, si je ne suis pas mort d'ici là, eh bien j'ai perdu mes notes. Ah, c'est là. Non, mais après, c'est effectivement, c'est plus que. Après, c'est effectivement un modèle d'Europe aussi. Hein, c'est un modèle d'Europe qui renvoie effectivement à la prise en compte de pluralité culturelle et aussi de processus de culture. Bon, là, j'aime bien vous connaissez, vous êtes peut-être certains lecteurs, et si vous n'êtes pas lecteur, il faut immédiatement devenir lecteur d'Édouard Glissant, qui est le grand poète antillais, qui fait la théorie de la poétique de la relation, et
qui dit la culture, c'est d'abord, c'est pas une racine, c'est pas une identité, c'est un rhizome et c'est la confrontation de culture et la confrontation avec une altérité et l'aptitude, c'est la phrase qu'il utilise, l'aptitude à donner avec contre l'universel généralisant. Hein, c'est-à-dire de prendre en compte, effectivement, et de créer des langues nouvelles. Et de ce point de vue-là, effectivement, mais c'est des langues qui sont totalement embryonnaires, on peut dire qu'en ça, comment dire, Strasbourg est laboratoire d'Europe. Après, je ne suis pas sûr que l'Europe que l'on construit aujourd'hui se fasse aussi dans ces termes, ce qui est une autre question, puisque c'est laboratoire d'Europe, et derrière, c'est laboratoire de quelle Europe? C'est une question aussi que l'on doit poser. Ce qui est d'ailleurs l'une des grandes figures philosophiques françaises du XXe siècle, qui est Lévinas. Eh bien, il est formé dans le cadre de cette université strasbourgeoise. C'est lui qui participe à l'introduction de la pensée de Husserl, et après on peut en discuter, de Heidegger. C'est lui qui traduit avec mademoiselle Pfeiffer les méditations cartésiennes, et Husserl disait que Strasbourg c'était la banlieue de la phénoménologie, dont le centre était, comme tout le monde sait, à Fribourg. Mais c'est quelque chose qui joue un rôle aussi tout à fait important. Alors évidemment, on reste dans la logique du dictionnaire, ça reste extrêmement fragmentaire, oui, c'est ça, c'est des expériences qui sont plutôt de l'ordre de la trace que, voilà, c'est du rhizome, c'est pas effectivement de racines, comme on a enracinées dans la terre, voilà. Merci beaucoup.